podcast. La maison est encore plus grande que je ne l'imaginais. Tu as vu, pur style victorien. Mais un de mes ancêtres était commandeur de l'ordre du bain. Il a fait bâtir une demeure digne de son rang. Tiens, là-bas, ce sont les écuries, tu vois? Oui. Le golf est de l'autre côté, près de l'étang. Ah, les fenêtres de la terrasse sont ouvertes. Ma mère est certainement dans son salon. Philippe. Oui, mon chéri? Attendons une minute avant d'entrer. Je suis un peu émue. Parce que tu veux faire sa connaissance? Tout se passera très bien, tu verras. Oui, évidemment, son caractère s'est beaucoup aigri depuis qu'elle est malade. Au début, elle te paraîtra peut-être froide et distante, mais ça ne durera pas. Allons, viens. Philippe, tu m'aimes? Voyons, si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas épousé. Alors, mon chéri, du courage. Tu es prête? Oui. Bien. Bonjour, mère. Bonjour, Philippe. Mère, je vous présente Margaret. Bonjour, madame. Alors, voici la femme que mon fils a choisie pour épouse. Je me demandais si je vous connaîtrais un jour. Lorsque j'étais jeune, on présentait sa fiancée à ses parents avant de se marier, pas après. Autre temps, autre mère. N'en veuillez pas, mère. Tout s'est fait si vite. Approchez-vous, petite. Vous êtes jolie pour une Irlandaise. Montrez-moi votre main. Non, l'autre. Vous n'avez que votre alliance? Philippe ne vous a pas offert une bague? Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Nous avons eu tant de choses à faire. Vraiment? Mais je peux attendre. Je n'ai pas épousé Philippe pour qu'il m'offre des bijoux. Vous êtes touchante. La bergère et le prince charmant. Un vrai conte de fées. Madame, Passe-moi le coffret qui est sur la table, Philippe. Bien. Merci. Vos doigts sont fins, petite. Cette bague est un peu trop large, il faudra que vous la fassiez resserrer. Oh, madame. Oh, elle est splendide. Oh, regarde, Philippe. Ah oui, très belle. Madame, je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas. C'est une tradition dans notre famille. La reine Victoria avait offert une étoile de diamant à l'arrière-grand-père de mon mari, en remerciement de ses bons et loyaux services. Sir George a voulu qu'après sa mort, le bijou soit démonté et que chacun de ses descendants mâles fasse cadeau d'une de ces pierres à sa jeune épouse. Oh, elle est magnifique. Je suis très touchée. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Je vous ai fait préparer la chambre bleue. Où sont vos bagages? Nous les avons laissés dans la voiture. Tu devrais aller les chercher, Philippe. Oh ben, rien de presse, je m'en occuperai plus tard. Il vaudrait mieux que tu y ailles tout de suite. Bien, mère.
J'y vais. Petite, voulez-vous m'aider à ranger mes coussins, je vous prie? Mon oreiller a glissé. Celui-ci. Oui, c'est ça. Merci. Quand je ne suis pas appuyé, j'ai du mal à respirer. Je suis une vieille femme maintenant. Mon cœur est usé. Philippe m'a dit que vous étiez très bien soigné. Je me demande ce qu'il en sait. Le docteur Stone est une vieille bête. Heureusement, il fait ce que je lui dis. Il ne cherche pas à prendre l'initiative. Mon enfant, je veux être franche avec vous. Quand Philippe m'a écrit pour m'annoncer son prochain mariage, j'ai été profondément déçu. Notre famille est attachée à certaines traditions et jamais encore un Brackley n'avait épousé une étrangère. Je sais. Philippe me l'a dit. J'ai décidé alors de faire prendre des renseignements. Ne m'en veuillez pas. Philippe est mon fils unique, il était normal que je cherche à savoir qui vous étiez. C'est ainsi que j'ai appris que vous aviez 25 ans, que vos parents étaient morts, que vous deviez travailler pour gagner votre vie. Je n'ai jamais caché à Philippe que je n'avais pas de fortune. Je ne vous le reproche pas, ce n'est pas de votre faute. En bref, les renseignements que j'ai obtenus étaient très bons et mon inquiétude s'est dissipée en grande partie. Mais j'attendais de vous voir pour me faire une opinion définitive. Maintenant, je suis fixé. Vous me paraissez intelligente, digne, sensible. Je crois que nous nous entendrons très bien. Oh, vous ne pouvez savoir le plaisir que vous me faites en me disant ça, madame. Je dois vous avouer que moi aussi, j'attendais cette rencontre avec appréhension. Pourquoi? Philippe vous a dit tellement de mal de moi? Oh non, non. Mais je craignais que vous ne me preniez pour une intrigante. Oh. Ne me connaissant pas, vous auriez pu penser que j'avais épousé Philippe pour sa fortune. Sa fortune? Oui, oui, naturellement, sa fortune. Il a dû vous en parler. Il y a des choses qui se devinent sans qu'il soit besoin d'en parler. D'ailleurs, le nom des Brackley est connu, même en Irlande. Philippe, vous a-t-il parlé de son père? Non, jamais. Nous avons eu si peu de temps. Quand j'ai fait la connaissance de celui qui allait devenir mon mari, j'avais 18 ans. Il était beau, élégant, racé. Regardez, son portrait, là, près de la fenêtre. Philippe lui ressemble. Oui, Philippe lui ressemble. Nous nous sommes mariés très vite, nous aussi. Pendant quelques semaines, j'ai été follement heureuse. Mais bientôt, mes yeux se sont ouverts. J'ai compris certaines choses. Pourquoi me racontez-vous tout cela, madame? Parce que Philippe ressemble à son père. Il appartient aux 2 ou 3 clubs les plus fermés de Londres. Il est élégant, bien habillé. Ses succès féminins défraient la chronique mondaine. C'est un excellent chasseur. Il joue admirablement au polo. Mais c'est tout ce qu'il sait faire. Madame, Oui, oui, ma petite fille. Votre mari est un bon aria. Ce n'est pas vrai. On m'a dit que Philippe faisait parfois de discrètes allusions à sa fortune. Mensonge. Son père ne lui a légué que des dettes. Plus tard, après ma mort, il sera riche. Mais, pour le moment, il n'a pas un penny. Mais de quoi vit-il alors? Enfin, une question intelligente. Je lui verse une pension importante. À plusieurs reprises, j'ai menacé de lui couper les vivres s'il ne mettait pas un terme à son existence oisive et dissolue. Il a toujours promis de s'amender. Oh, autant de promesses, autant de mensonges. Je vous remercie, madame. Je suis heureuse que vous m'ayez dit cela. Heureuse? Ah, c'est inattendu. Parfaitement. Heureuse. Que vous ayez raison ou que vous vous trompiez, cela importe peu. Grâce à vous, je sais maintenant que Philippe a besoin de moi. Je peux lui apporter quelque chose. Vous avez dit qu'il devait apprendre à se conduire en adulte. Eh bien, je l'y aiderai. Je serai avec lui, à côté de lui. Nous y arriverons, vous verrez. C'est tout ce que je souhaite, mon enfant. Mais la tâche sera difficile. Moi, j'ai été trop faible avec lui. Il y a longtemps que j'aurais dû... Voilà. C'est fait. Philippe. Oh, Philippe.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu as l'air bouleversée, ma chérie. Philippe, tu m'aimes, n'est-ce pas? Naturellement. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Mère, que lui avez-vous dit? Ce que tu aurais dû lui dire toi-même, si tu avais eu un peu de courage et d'honnêteté. J'aurais dû m'en douter. C'est pour cela que vous vouliez rester seule avec elle. Margaret est ta femme, il est normal qu'elle sache à quoi s'en tenir sur ton compte. Je suis désolé, ma chérie. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai attendu le plus longtemps possible avant de t'amener ici. Je redoutais les médisances de ma mère. La vérité te fait donc si peur. J'ai peur de votre vérité. La malveillance vous pousse à déformer les faits les plus simples pour le seul plaisir de faire du mal, par méchanceté pure. Philippe! Tu oublies à qui tu parles. Non, malheureusement. Je ne sais que trop. Tais-toi, Philippe. Après tout, ça me concerne aussi. Ce que m'a dit ta mère, j'aurais préféré l'apprendre de ta bouche. Enfin, on ne peut pas revenir en arrière. Nous en parlerons tranquillement plus tard. Tu verras que je n'ai rien à me reprocher. J'en suis sûre, mon chéri. Ce que je te demande maintenant, c'est d'oublier tout ça. De te souvenir simplement que nous sommes chez ta mère. Que tu es venu lui présenter ta femme. Nous n'avons pas beaucoup de temps à passer ici. Je ne voudrais pas que notre séjour soit gâché par ta colère. Philippe. Pardonnez-moi, mère. J'accepte tes excuses. Et vous, ma petite fille, je vous remercie. Philippe a beaucoup de chance d'avoir rencontré une femme telle que vous. Oh non, madame. Je l'aime. C'est tout. Mais ne parlons plus de ça, voulez-vous? C'est entendu. Ah, une chose pourtant. J'ai parlé de toi à Sir Henry Greff, Philippe. Il accepte de te prendre dans son aciérie comme stagiaire, bien entendu. À Sheffield? Oui, à Sheffield. Vous voulez que nous allions vivre dans cette ville noire et sale? Vous voulez que je m'enferme dans cette vieille usine crasseuse? Ah, pas si vieille que cela. Sir Henry t'attend la semaine prochaine. Vous n'avez pas perdu de temps. Pourquoi aurais-je dû attendre? Tu pourras profiter du week-end pour liquider tes affaires à Londres et déménager ton appartement. Si Margaret veut rester ici pendant ce temps, elle sera la bienvenue. Non, je vous remercie, mais il vaudrait mieux que j'accompagne Philippe. Il aura peut-être besoin de moi. Comme vous voudrez. J'ai l'habitude d'être seul. Vous verrez que Sheffield est une ville agréable. Sir Henry vous aidera à trouver un appartement. Je suis sûr que vous saurez l'installer de façon charmante. Je ferai de mon mieux. Vous aurez des frais. J'ai préparé cette enveloppe, Philippe. Mon cadeau de mariage, en quelque sorte. Merci, mère. Tu peux l'ouvrir. Cela vous permettra de vous installer confortablement. C'est une plaisanterie. Je n'ai jamais entendu dire qu'un chèque de 200 livres soit une plaisanterie. 200 livres. Enfin, que voulez-vous que je fasse de 200 livres? Ma voiture à elle seule coûte 10 fois cette somme. Tout cela. Mais tu n'auras qu'à la vendre alors. Une petite automobile sera bien suffisante pour vous deux. Mais c'est vrai, Philippe. Nous ferons des économies. D'ailleurs, je peux très bien continuer à travailler. N'en est pas question. La femme de Philip Brackley ne travaille pas. Et c'est à moi que l'on reproche d'avoir des idées arriérées. Non, tu ferais mieux d'écouter ta femme, mon fils. C'est elle qui a raison. Quand on est jeune, on doit savoir vivre de peu. Vivre de peu. C'est vous qui dites cela, mère. Vous qui n'avez jamais manqué de rien. Vous avez toujours possédé plus d'argent qu'il ne vous en fallait. C'est exact. Mon père et mon grand-père l'ont amassé livre par livre, grâce à leur travail. Car ils travaillaient, eux. Pourtant, cette fortune ne les a jamais grisés. Ils ont toujours vécu modestement. Vous êtes bien leur fille. Vous ne sortez jamais, vous ne recevez personne. Vous portez toujours la même robe noire. À quoi vous sert-elle cette fortune? À rien. Vous n'en profitez pas. Ce n'est pas une raison pour que tu la dépenses. Je n'ai pas l'intention de vous ruiner. Je vous demande seulement de m'aider à vivre décemment. Comme vous l'avez fait jusqu'ici. Sir Henry te versera certainement un salaire suffisant. Non, suffisant pour ne pas mourir de faim. Je t'en prie, Philippe. Cette discussion est odieuse. Après tout, l'argent n'est pas ce qui compte le plus dans l'existence. C'est très juste, mon enfant. Triomphez, mère. Vous triomphez parce que vous croyez me donner une leçon. Mais vous oubliez une chose. Je suis votre seul héritier. Philippe! Laissez, petite. Tu te fais des illusions, Philippe. Mon cœur est plus solide que tu ne le crois. J'ai encore de longues années à vivre. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Philippe, tais-toi! Il me suffit d'attendre un peu. Le jour où vous ne serez plus là, personne ne m'empêchera de vivre comme je l'entends. Tu es fou, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis? Mais si, ma petite fille, mais si, il s'en rend très bien compte. Je vous l'avais dit. Quand vous le connaîtrez aussi bien que moi... Bonjour, Émilie.
Je peux entrer? Édouard, tu fais d'où ici? J'arrive de Londres. Je vous dérange? Naturellement. Je vous ai dit 100 fois de téléphoner avant de venir. Je n'en ai pas eu le temps. J'ai pris le premier train en sortant du bureau. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour entrer? Ne restez pas planté là, comme un piquet. Maintenant que vous êtes ici, je ne vais pas vous mettre à la porte. Que vous arrive-t-il, mon pauvre ami? Vous êtes tout crotté. Je suis venu à pied depuis la gare. Vous auriez pu prendre un taxi. Enfin, c'est votre affaire. Margaret, je vous présente Edward Stanmore, mon petit cousin qui s'occupe de mes intérêts. Alors voici la jeune Madame Brackley. Je suis heureux de faire votre connaissance. Moi aussi, monsieur. Je te félicite, mon garçon. Ta femme est tout à fait charmante. Merci, Edward. Je ne pensais pas te trouver ici. J'ai essayé de te joindre à ton club ce matin, mais on m'a dit que tu étais absent de Londres pour quelques jours. Ah, mon cher Edouard, vous ne m'avez certainement pas fait le voyage de Londres pour le seul plaisir de bavarder avec mon fils. En effet, Émilie, je voulais vous parler d'un bruit qui court dans la cité. Une souscription qui devrait vous intéresser. Ah bon, vous m'expliquerez cela après le dîner. Quelle heure est-il? 7 heures, mère. Nous passerons à table dans une demi-heure. Édouard, demandez aux domestiques de mettre un couvert de plus. Et dites-leur de vous préparer une chambre. Vous passerez la nuit, naturellement. Je ne voudrais pas vous déranger. Si vous aviez craint de me déranger, vous n'auriez pas débarqué à l'improviste sans même téléphoner. Philippe, aide-moi à me lever. Où allez-vous, mère? Je vais monter dans ma chambre pour me préparer. Voulez-vous que je vous aide? Non, non, inutile. Je peux encore marcher seul. Et inutile de vous habiller. Une cravate sombre suffira. Vous pouvez garder cette robe, ma petite fille? Bien, madame. Un peu de brandy, Edward? Non, merci. Et toi, Margaret? Une goutte. Ta mère n'a pas l'air de très bonne humeur. Tu l'as vu souvent de très bonne humeur? Oui, c'est rare. Que s'est-il passé? Vous vous êtes disputé? Oh, une petite discussion. Comme d'habitude. Bon. Eh ben, je vais m'occuper de ma chambre. À tout à l'heure, jeunes gens. À tout à l'heure, monsieur. Je vous en prie. Appelez-moi Édouard, comme tout le monde. Tu veux encore une petite goutte de brandy? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Margaret? Tu parais soucieuse. Oui, Philippe. Cette horrible scène tout à l'heure avec ta mère. Cela Je t'avais prévenu, pourtant. Elle n'a pas un caractère facile. Je sais, mais... C'est une femme âgée. Elle est malade. Mais justement, elle vit seule ici, elle s'ennuie. Elle n'a rien d'autre à faire que d'écouter les commérages, les ragots. Du moindre incident, elle fait un drame. Je sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais je t'assure... Je ne pense pas à ce qu'elle m'a dit, Philippe. Mais à ton attitude. Tu étais si dur, si vindicatif. Je ne te reconnaissais pas. Que veux-tu, je me mets facilement en colère. C'est un trait de mon caractère auquel tu devras t'habituer. Mais ce n'est pas une raison. Tu n'aurais pas dû être aussi brutal. Allons, c'est toi qui dramatise maintenant. Je suis certain que ma mère n'a pas attaché autant d'importance que toi à cette discussion. Tu appelles ça une discussion? Mais oui, tu verras demain matin. Elle aura tout oublié. Vous êtes seul? Oui. Philippe est là-haut. J'ai entendu sonner tout à l'heure. C'était le docteur Stone. Il est venu avec son infirmière. Ils sont là-haut, nous aussi. Oui. Voulez-vous manger quelque chose? Non, merci. Le jour va bientôt se lever. Ah,
Je les entends qui descendent. Entrez, docteur. Vous connaissez notre cousin, Edward Stanmore? Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Bonjour, monsieur Stanmore. Je suis navré, docteur, de vous revoir dans d'aussi tristes circonstances. Moi aussi, monsieur Stanmore. Depuis le temps que je soignais Madame Brackley, elle était devenue presque une amie. Sa mort me touche profondément. C'est épouvantable. Elle paraissait si pleine de vie hier soir. Votre belle-mère souffrait d'une grave insuffisance cardiaque, madame. Cela entraînait une congestion des bases pulmonaires et une certaine gêne respiratoire. C'est pour ça qu'elle avait quelquefois l'impression d'étouffer. Exactement. On peut vivre ainsi pendant des années à condition de prendre des précautions. Mais on est à la merci du premier accident. À votre avis, docteur, que s'est-il passé? Eh bien, il est probable qu'elle a été emportée par une embolie pulmonaire de forme asphyxique. Son visage est cyanosé, c'est un des signes qui marquent habituellement ce genre d'accident. Docteur, croyez-vous qu'elle ait souffert? C'est difficile à dire, madame. La mort est quelquefois instantanée, mais il arrive aussi que le malade essaie de lutter contre la sensation d'étouffement, qu'il cherche de l'air, qu'il se débatte. Ça n'a certainement pas été son cas. Quand nous sommes entrés dans sa chambre, son lit était à peine défait. Les couvertures étaient bordées, les oreillers posés sur le fauteuil au pied du lit. Elle ne s'est certainement rendu compte de rien. Je le lui souhaite, monsieur. Aucun de vous n'a rien entendu? Elle n'a pas essayé d'appeler? Je crois que si. Vers 3 heures du matin, il m'a semblé entendre un gémissement. Sur le moment, je n'ai pas attaché d'importance, mais au bout de quelques minutes, j'ai pensé qu'Émilie ne se sentait peut-être pas bien. Je suis allé frapper à sa porte, et comme elle ne répondait pas, je suis entré. Quand je l'ai vue ainsi, la tête rejetée en arrière sur son traversin, j'ai tout de suite compris. Edward est venu nous réveiller, ma femme et moi. Je vous ai téléphoné immédiatement. Il n'y avait plus rien à faire, hélas. Je n'ai pas pensé à prendre les formulaires pour le certificat, monsieur Brackley. Je vais aller en chercher un chez moi. Je reviendrai dans une petite heure. En attendant, je vous laisse Miss Romley, mon infirmière. Elle s'occupera de la toilette de votre mère. Je vous remercie, docteur. C'est la moindre des choses. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Je vous raccompagne. Merci, monsieur Brackley. J'aurais dû y aller dès que j'ai entendu son gémissement. Il aurait peut-être été encore temps de faire quelque chose. Ce n'est pas de votre faute, Edward. Moi, je sais, mais... Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas entendu? Votre chambre était à côté de la sienne. Je dormais profondément. J'ai pris un somnifère hier soir. Vous avez besoin de somnifères à votre âge? C'est exceptionnel. Je n'arrivais pas à dormir. L'énervement, sans doute. Vous pensiez à ce qui s'était passé entre Philippe et elle, hier après-midi? Vous êtes au courant? Oui. Émilie m'en a parlé après le dîner. Ça n'a pas dû être très agréable pour vous, quand on n'est pas habitué à ce genre de scène. Ça a été affreux. Oh, cette pauvre Émilie avait un caractère impossible. Pendant des années, son mari en a été victime. Après sa mort, ça a été le tour de Philippe. Mais je sais, il me l'a dit. Moi-même, j'en ai souffert quelquefois. Vous, Edward? Oui. Elle me considérait comme son garçon de course. Sous prétexte que je travaillais chez un agent de change de la cité, elle me chargeait de ses opérations de bourse. J'achetais et je vendais pour son compte. Cela prouve qu'elle avait confiance en vous. Même pas. Je lui coûtais moins cher qu'un homme d'affaires, c'est tout. En guise de remerciement, elle m'invitait à passer quelques jours ici, chaque été. C'est tout? Oui. Vous savez, ma petite Margaret, les gens riches ne sont pas les plus généreux. Oh, te voilà, mon chéri. Ton petit déjeuner. Non, non, ce n'est pas la peine, je n'ai pas faim. Oh, il faut manger, Philippe. Donne-moi une tasse de thé, ça me suffira. Et moi, Philippe, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi. J'ai trouvé que le docteur Stone s'exprimait curieusement. Que veux-tu dire? Quand tu lui as demandé ce qui s'était passé, il a répondu « Il est probable qu'elle a été emportée par une embolie pulmonaire. Il est probable. » Et il a dit ça comme s'il n'était pas sûr de lui. Pas sûr de lui? Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Je me demande...
Quoi? Eh bien, parle! Je sais que c'est idiot, mais... Ah, j'ai eu l'impression que la mort de ta mère ne lui paraissait pas naturelle. Oh mon Dieu! Tu es fou! Vous voulez dire que quelqu'un l'aurait... Enfin, c'est absurde! Les volets étaient fermés, personne n'a pu entrer dans la maison. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur. Règne avec nous. Et les domestiques? Il couche dans les communs, non, Edward, je crois que tu ferais mieux de ne pas chercher à interpréter la pensée du docteur Stone. Pourtant, j'aurais bien... Ça suffit, Edward! Je suis bouleversé par la mort de ma mère, tu devrais le comprendre. Épargner tes extravagances. Excuse-moi. Quels sont tes projets, mon garçon? Je t'avoue que je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Je suppose que nous allons rester ici quelques jours avant de rentrer à Londres. À Londres? Bien sûr. Je croyais que nous devions nous installer à Sheffield. Il n'en est pas question. J'ai toujours vécu à Londres. Je n'ai pas l'intention de modifier mes habitudes. Ta mère n'aurait pas aimé t'entendre parler ainsi, Philippe. Ma chère Margaret, il y a beaucoup de choses que ma mère n'aimait pas, mais que je considère, moi, comme normales. Elle s'obstinait à défendre des idées qui datent du siècle dernier. Ça, je dois reconnaître qu'elle était très attachée aux traditions. Beaucoup trop. Cette maison, par exemple, qu'elle détestait, mais qu'elle se refusait à vendre parce que depuis plus d'un siècle, les Brackley l'ont toujours habitée. Eh bien, je te garantis que maintenant, cela va changer. Tu as l'intention de la vendre? Oh, le plus vite possible. Dès demain, je cherche un acquéreur. Taisez-vous. Enfin, Margaret... Taisez-vous tous les deux, vous êtes ignobles. Vous parlez d'elle comme si elle n'avait été qu'une étrangère pour vous. Mais voyons, Tu Margaret... ne crois pas que ta place est là-haut, Philippe? À côté d'elle? Tu ne crois pas que tu devrais veiller ta mère plutôt que la laisser seule? Mais non, tu préfères discuter avec Edward, faire des projets. Pendant que l'infirmière du docteur Stone s'occupe d'elle, toi tu décides de vendre la maison, sa maison. Je comprends pas. Oh si, je comprends. Je comprends même très bien. Tu la détestais. Margaret! Oui, Philippe, tu détestais ta mère. Je l'avais deviné hier soir, mais maintenant j'en suis sûre. Ça suffit, Margaret. Tu devrais être reposée. Tu es fatiguée, tes nerfs ont craqué. Allons. Va t'étendre un moment. Oui, Philippe, tu as raison. Je vais monter dans notre chambre. C'est cela. Veux-tu que je t'accompagne? Non. Non, merci. Philippe, Oui. je te demande pardon. Mais oui. Alors, va. Cette scène était ridicule. Margaret est très émotive. Il ne faut pas attacher la moindre importance à ce qu'elle a dit. Il est évident que ses paroles ont dépassé sa pensée. Si le thé est encore chaud, j'en reprendrai volontiers une tasse. Veux-tu que je te serve? S'il te plaît, mon garçon. Du lait? Un nuage. Tiens. Merci. Mon pauvre Philippe, ça doit être dur pour toi. Oui. Nous ne nous entendions pas toujours très bien, mais... Au fond, je l'aimais beaucoup. Mais... Oui. Ce sont des moments difficiles. Sa mort va transformer ton existence. Que veux-tu dire? Tu vas hériter. Oh, pas de très bon goût, ce que tu viens de dire, Edward. Excuse-moi. Elle était riche, n'est-ce pas? Très. Tu as une idée de la somme? Rien qu'en titres et en actions, elle possédait au moins 100 000 livres. Plus le reste. Mais il faudrait que j'examine les relevés de ses comptes bancaires. Je suppose qu'ils sont dans le coffre. J'irai chercher la clé tout à l'heure. Non, inutile de te déranger, c'est moi qui l'ai. Toi? Tu as la clé? Oui. Nous avons parlé de ses affaires hier soir dans sa chambre. Elle me l'a confié pour que je range certains papiers. Tu ne lui as pas rendu? Notre conversation s'est prolongée assez tard. Quand je l'ai quittée, elle allait se coucher. Je n'ai pas voulu la déranger en la lui rapportant. Tiens, voilà. Merci.
Ses bijoux. Papier de famille. Des lettres de mon père. Ah voilà. Banque. Ah oui. Il y a plus de 40 000 livres. Les actions sont dans le coffre, elles aussi? Oui, je pourrais t'en donner la liste, si tu veux. Non, il n'y a qu'à regarder ça tout de suite. Tout est là? Certainement. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'avait dit le mois dernier qu'elle venait d'acheter un gros paquet d'actions d'une société pétrolière. Il y en avait pour 15 000 livres, je ne les vois pas. Sais-tu où elles sont? À ta place, mon garçon, je crois que je ne chercherai pas trop à savoir ce qu'elles sont devenues. Edward, Oui, Philippe? je n'aime pas du tout cette histoire. Quelle histoire? Le paquet d'actions qui a disparu. La clé du coffre qui était dans ta poche. Je t'ai dit que ta mère me l'avait C'est confiée. bien ce qui m'étonne. Elle n'avait confiance en personne. Je ne crois pas qu'elle t'ait donné cette clé. Vraiment? Cette nuit, avant de venir me réveiller, tu es entré dans sa chambre. Tu étais seul. Tu savais où elle rangeait la clé du coffre. Viens avec moi, Où allons-nous? dans ta chambre. Tu as l'intention de fouiller ma chambre? Exactement. Et que feras-tu si tu y trouves les actions? Ah, tu avoues. Je n'avoue rien, je te pose une question. Que feras-tu si tu les trouves dans ma chambre? Je les reprendrai, naturellement. Non, Philippe. Tu ne la prendras pas. Écoute, Edward. Je veux bien admettre que, dans un moment d'égarement, tu aies cru pouvoir t'emparer d'un bien qui ne t'appartenait pas. Je suis même disposé à oublier cette erreur. Cette discussion est très déplaisante. Pour toi, je n'en doute pas. Et pour toi aussi, mon garçon. Je te croyais plus intelligent. Qu'est-ce que ça signifie? J'espérais que tu comprendrais à demi-mot. Comprendre quoi? Mais enfin, Edward, de quoi parles-tu? Je vois qu'il faut tout expliquer. Il y a quelques semaines, ta mère m'a écrit. J'ai la photocopie de sa lettre dans mon portefeuille. Je vais te la lire. Mon cher Edward, je vous envoie la procuration que vous m'avez demandée. Il s'agissait d'un pouvoir pour une assemblée générale. Voilà ce qui te concerne. Philippe vient de m'écrire pour m'annoncer son prochain mariage. Je me fais beaucoup de soucis à son sujet. Je l'ai informé récemment que j'avais décidé de ne plus lui verser sa pension. Il a pris cela très mal. Je le sais prêt à tout pour s'approprier ma fortune et je ne peux m'empêcher d'être inquiète. La suite ne présente pas d'intérêt. Je vois pas le rapport qui peut exister entre cette lettre et les actions que tu as volées. Tout ceci est très désagréable. J'aurais préféré éviter cette conversation. Puisque tu m'obliges à te donner des explications, il vaudrait mieux que cette lettre ne tombe pas entre les mains des autorités. Qu'est-ce que tu racontes? Rappelle-toi ce qu'a écrit ta mère. Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète, je le sais prêt à tout. Cela pourrait faire mauvais effet, surtout si la police était mise au courant des hésitations du docteur Stowe. Dis-moi, Edward, c'est du chantage. Quelle expression, mon garçon. Enfin, tu m'accuses d'avoir tué ma mère. Grand Dieu, non, je n'accuse personne. Mais si on m'interrogeait, je ne pourrais en conscience affirmer que cette pauvre Émilie était seule dans sa chambre quand je l'ai entendue pousser un gémissement. Et tu sais comment sont les gens de la police, ils seraient bien capables d'imaginer que tu étais à côté d'elle. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Quand tu es venu m'appeler, je dormais à poing fermé. Et moi, je le sais, bien sûr, mais le coroner pourrait te demander de le prouver. Facile. Si j'étais sorti de notre chambre, Margaret m'aurait entendu, elle a le sommeil léger. Pas cette nuit, elle avait pris un somnifère. Comment le sais-tu? Elle me l'a dit. Ah, bravo. Je vois que tu as déjà commencé ton enquête. Tu as manqué ta vocation, mon cher Edward. Ce n'est pas dans la City que tu devrais travailler, mais à Scotland Yard. Tu as tort de plaisanter, mon garçon. Philippe, tu devrais parler à cette infirmière alors que de me laisser entrer dans la chambre de ta mère. Nous verrons cela plus tard. Enfin, Philippe! Je t'en prie, Margaret. Ce qui se passe ici est beaucoup plus important. Ce qui se passe ici? De quoi parles-tu? Ton cousin Edward vient de se montrer sous un jour nouveau. Figure-toi qu'il m'accuse d'avoir tué ma mère. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Non, mais c'est pas tout. Il essaie également de me faire chanter. Oh, c'est trop fort. Mais comment osez-vous? Vous?
fou! Oui, Edward possède une lettre dont il feint de croire que l'on pourrait tirer argument pour me soupçonner. Alors, pour prix de son silence, il exige 15 000 livres. Mon garçon, la façon dont tu présentes les choses est parfaitement insultante pour moi. Laissez-moi vous expliquer, Margaret. J'ai dit à Philippe que la police risquait de s'intéresser à la mort de votre belle-mère. Eh bien non, Edward, je t'arrête tout de suite. La police n'interviendra pas parce que personne ne lui demandera d'intervenir. Personne, mais tu oublies le docteur Stone. Ah, nous y voilà, le docteur Stone. Tu as essayé de me faire peur en me parlant de ses prétendues hésitations. Tout ton chantage repose là-dessus. Le docteur Stone ne paraissait pas sûr de lui, donc la police va faire une enquête. Mais ces réticences, tu es le seul à les avoir remarquées. Non, Philippe. Moi aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait des doutes. Toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, Philippe. Puis, il y a autre chose. Quoi? Cette infirmière, pourquoi l'a-t-il laissée ici? Il a pensé qu'elle pourrait nous être C'est ce utile. qu'il a dit. Mais je me demande si elle n'est pas là pour nous empêcher d'entrer dans la chambre de ta mère, pour que nous ne puissions toucher à rien jusqu'à son retour. Toi aussi, alors? Ma propre femme? Tu te ligues avec Edward pour m'accuser? Mais non, mon chéri, tu ne comprends pas. Je pense seulement qu'Edward a raison quand il dit que ta mère a... qu'on l'a peut-être tuée. Je dois devenir fou. Mais qui aurait pu faire cela? Edward. Allons, bon, qu'allez-vous chercher là? Oui. Vous, Edward. Vous détestiez votre cousine. Vous me l'avez dit vous-même. Moi? Vous m'avez parlé de son caractère impossible dont vous aviez tant souffert. Elle vous traitait en garçon de course. Mais ce sont vos propres mots. Quand vous m'avez dit que pour tout salaire, elle vous invitait à passer quelques jours ici, j'ai senti votre haine. Vous vous égarez, ma chère. Tu ne vois pas que j'ai raison, Philippe. Mais regarde-le, ton cousin, avec son vieux costume élimé. Un petit employé d'agent de change. Il est pauvre. Il n'a même pas pu se payer un taxi pour venir de la gare hier. Que n'aurait-il pas fait pour 15 000 livres? Bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Cette fortune qui te passait entre les mains et à laquelle tu ne pouvais pas toucher, ça t'a rendu fou, Edward. Tu en voulais ta part. Mais tu savais que ma mère ne te donnerait jamais rien, alors tu as échafaudé ton plan. D'abord la tuer et ensuite me faire chanter. Tu me prêtes une intelligence machiavélique que je suis loin de posséder, Il mon te garçon. suffisait d'attendre l'occasion favorable. Hier, elle s'est présentée, tu savais que nous étions ici. Non, je l'ignorais. C'est faux! Tu as téléphoné à mon club. Ne le nie pas, tu l'as dit toi-même. Or, j'avais donné pour consigne, si quelqu'un m'appelait, de dire que j'étais ici. C'est pour cela que tu es venu. Tu savais que tu me trouverais là. Mais rappelle-toi, mon chéri, comme ta mère était surprise de le voir arriver. Il n'avait aucune autre raison de venir. Cette nuit, tu as attendu que tout le monde soit endormi, puis tu t'es glissé dans sa chambre. Tu n'avais plus ensuite qu'à venir nous réveiller, et prétendant avoir été alerté par ce fameux gémissement, que tu es le seul à avoir entendu. Vous n'êtes qu'un assassin. Vous êtes bien acharnée à m'accuser, ma chère Margaret. Vous avez tué une malheureuse femme sans défense, presque impotente. Quand je pense, Philippe, que tu m'as reproché d'avoir trop d'imagination... Mais que devrais-je dire, moi, après vous avoir entendu? Et cette lettre dont tu m'as montré la photocopie, tu ne l'avais pas apportée par hasard. Tu savais qu'elle te serait utile. Ah, la lettre. Eh bien, parlons-en de cette lettre. J'aurais dû te la lire entièrement. Je n'en vois pas l'utilité. Eh bien, attends avant de juger. Écoute ce qu'a écrit ta mère, mon garçon. Philippe ne me dit presque rien de la personne qu'il va épouser. J'aimerais, mon cher Edward, que vous fassiez une enquête au sujet de cette Margaret Kilcock, dont je sais seulement qu'elle est irlandaise et qu'elle habite Dublin. Si vous espériez me surprendre, vous allez être déçu. Votre cousine m'a parlé de cette enquête hier. Décidément, Edward, je vais d'étonnement en étonnement. Après tout ce que je viens d'apprendre sur ton compte, je ne pensais pas découvrir en plus que tu te livrais à ces besognes de basse police. Non, je ne l'ai pas faite moi-même. J'en ai laissé le soin à une officine spécialisée. Une agence de police privée? Qu'avez-vous appris? Eh bien, parlez. Qu'est-ce qu'il y a, Margaret? Tu parais inquiète tout à coup. Moi? Pas du tout. Ta mère m'a dit qu'elle n'avait obtenu que de bons renseignements. Exact, les informations que je lui ai communiquées étaient, disons, anodines. Je n'ai pas voulu l'ennuyer en lui disant tout ce que je savais. Qu'est-ce que cela signifie? Ne l'écoute pas, mon chéri. Tu vois bien Un qu'il... instant, Margaret. Edward, j'aimerais que tu t'exprimes clairement. Qui s'est occupé de votre licence de mariage? Margaret, j'ai horreur des formalités administratives. Autrement dit, tu n'as pas vu son acte de naissance. Vous êtes ignoble, Edward. Tu ignores donc qu'il y a 5 ans, Margaret Kilcock a épousé un certain Donald Lauger, de 40 ans son aîné. Quoi? Toi, Margaret? Tu étais mariée? Mais alors? Non, rassure-toi, quand tu l'as épousée, elle était veuve. Donald Lauger est mort peu de temps après leur mariage. Margaret,
Margaret, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? À quoi cela aurait-il servi? Je t'aime, Philippe. Je pensais que le reste n'avait pas d'importance. Pas d'importance. Un autre mariage. Mais pour moi, ce n'était qu'un mauvais souvenir. Philippe. Oh, Philippe, mon chéri, il faut me croire. J'aurais tant voulu ne plus jamais en entendre parler. J'ai été tellement malheureuse avec lui. Alors ça m'aurait dû être un soulagement pour vous, d'autant plus qu'il vous laissait une belle fortune. Salaud. Fortune qui d'ailleurs a fondu comme neige au soleil. Il ne vous a pas fallu 3 ans pour tout dépenser. Pour l'amour du ciel, Philippe, fais-le taire. J'ai tout fait pour oublier cet homme. Ah ça c'est vrai, vous avez tout fait pour l'oublier. Lord Costello vous y a beaucoup aidé, je crois. Oh, vous êtes encore pire que je ne l'imaginais, Edward. Lord Costello, qui est-ce? Un vieux gentleman très connu dans le sud de l'Irlande. Margaret a été le rayon de soleil qui a égayé ses vieux jours. Margaret, c'était pas vrai, n'est-ce pas? Il faut me comprendre, Philippe. J'étais seule, désemparée. Je n'avais personne sur qui m'appuyer. Le vieux Lord Costello a dépensé beaucoup d'argent pour sa jeune maîtresse. Malheureusement, il est mort voici 3 mois et cette pauvre Margaret s'est retrouvée de nouveau seule et sans fortune. Quand tu l'as rencontrée, mon garçon, elle cherchait un nouveau pigeon, si tu me permets l'expression. Elle t'a cru riche. Elle s'est intéressée à toi. Non! Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour cela. Oh, Philippe, je t'aime, mon chéri. Une aventurière. J'ai épousé une Mais aventurière. laisse-moi t'expliquer, Ah Philippe. non, ça suffit. Tu t'es bien payé ma tête, hein? Mon amour, mon chéri, je t'aime. Et moi, comme un idiot, je t'ai cru. Mais Philippe, Tais-toi! enfin- De quoi vais-je avoir l'air quand on apprendra la vérité? Car ces choses-là finissent toujours par se savoir. Je n'oserais même plus me montrer au club, je serais ridiculisé. Et ton honneur sera bafoué. Oui, mon honneur sera... Oh, mais ma parole, tu te moques de moi. Alors que tu n'as pas cessé de mentir depuis que nous nous connaissons, tu oses te moquer de moi. Et toi, Philippe? Tu ne m'as pas menti? Pourquoi m'as-tu épousé? Mais Ta mère avait menacé de te couper les vivres si tu ne te décidais pas à mener une existence conforme à ses idées. Elle exigeait que tu cherches une situation, que tu te maries, que tu te maries! Il te fallait une femme, d'urgence. N'importe laquelle. Pourquoi pas moi? Une Irlandaise. Ça avait un petit parfum d'exotisme qui ne te déplaisait pas. L'essentiel était que tu puisses dire à ta mère: j'ai suivi vos instructions, je me suis mariée. Vous pouvez continuer à me verser ma pension. Les pauvres enfants, votre mariage n'est qu'un marché de dupes. Toi, Philippe, tu as cru épouser une jeune fille fraîche et innocente et tu te retrouves marié à une aventurière. Quant à vous, Margaret, comme vous avez dû être déçue hier, quand vous avez découvert que votre mari n'était pas le riche gentleman pour lequel il essayait de se faire passer, quand vous avez compris qu'il vous faudrait attendre la mort de votre belle-mère pour pouvoir profiter de sa fortune. À propos, de quoi est mort votre premier mari? D'une crise cardiaque. Comme Lord Costello. Et comme cette pauvre Émilie. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas, Philippe? Oh non, Edward. Ce petit jeu ne vous mènera nulle part. J'ai un alibi, moi. Ah, lequel? J'étais couchée près de Philippe cette nuit. Si je m'étais levée, il m'aurait entendu. N'est-ce pas, Philippe? Philippe! j'ai le sommeil très lourd, tu sais. Tu as pu sortir de la chambre sans que cela me réveille. Mais réponds! Dis quelque chose. Combien de fois as-tu souhaité sa mort, Philippe? Combien de fois t'es-tu dit que si elle disparaissait, tu serais libre? Combien de fois as-tu pensé à la tuer? Margaret, comment oses-tu? Mais tu n'en as jamais eu le courage. Tu as toujours reculé. Tu es un lâche, Philippe. Alors c'est... Oui, c'est moi. Je n'ai pas eu peur, moi. Ce que tu as toujours souhaité mais que tu n'as jamais osé faire, eh bien moi je l'ai fait. À qui veux-tu téléphoner, Philippe? À la police, naturellement. Allô? Je crois que tu devrais réfléchir. d'abord. Réfléchir, nous ne comprendrons pas. Margaret a tué ma mère, je n'ai pas besoin de réfléchir pour appeler la police. Allô? Allô? Voyons, tu ne peux pas dénoncer ta femme. Parce qu'il m'en empêcherait. Raccroche ce téléphone. Margaret est beaucoup plus intelligente que tu ne sembles le croire. Merci, Edward. Je vois que vous avez compris, vous. Vous n'êtes pas comme ce pauvre imbécile. C'est de moi que tu parles? Oui. Très bien. Je raccroche. Veux-tu m'expliquer maintenant? Si tu appelles la police, je jurerai que tu t'es levé cette nuit. Quand on connaîtra ton passé, tes accusations ne vaudront pas cher. Tu oublies la lettre, Philippe. La lettre que ta mère m'a envoyée. Et qui te désigne comme le meurtrier. Tu es ignoble. Épargne-moi tes leçons de morale, s'il te plaît. Après tout, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu es riche maintenant. Dans quelques mois, nous nous séparerons. Le divorce sera prononcé
À tes torts, tu me verseras la moitié de tout ce que tu possèdes. Ensuite, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je ne demande que cela. Quant à cette lettre, Edward, je préférerais la garder moi-même. Qu'en penses-tu, Philippe? Comme si j'avais le choix. Où est-elle? Chez moi, à Londres? Les actions sont dans ta chambre, naturellement. Naturellement. Parfait. Vous allez rentrer à Londres. Vous reviendrez le plus vite possible avec la lettre. En attendant votre retour, les actions resteront ici. Entendu. À quelle heure le prochain train? 9h17. Alors j'ai tout mon temps. L'un de vous avait la gentillesse de préparer un peu de thé. J'y vais. Attends! Écoute! Une voiture. C'est probablement le docteur Stone. Oui, c'est sa voiture. Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas seul. Qui? Je ne sais pas. Un homme. Ils entrent dans la maison. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur. Je vous présente le détective-inspecteur Tonbridge. La police? Je ne comprends pas, docteur. Eh bien, c'est assez délicat, monsieur Brackley. Je vais essayer de vous expliquer. Et lorsque vous m'avez appelé cette nuit, j'ai d'abord cru que madame votre mère avait succombé à une embolie pulmonaire. Mais certains détails ont attiré mon attention. Expliquez-vous, docteur. Vous savez que votre mère respirait difficilement. Elle était toujours adossée à des coussins et ne pouvait s'allonger sous peine d'étouffer. La nuit, elle dormait presque assise dans son lit. Et c'est pourquoi j'étais très surpris lorsque M. Stanmore m'a dit l'avoir trouvée étendue de tout son long, la tête rejetée en arrière sur le traversin. C'est bien ainsi qu'elle était. Vous-même, M. Brackley, avez précisé que les oreillers étaient posés sur un fauteuil, au pied du lit. Ça m'a paru étrange. J'aimerais savoir où vous voulez en venir, docteur. Eh bien, les symptômes post-mortem d'une asphyxie provoquée sont les mêmes que ceux d'une embolie pulmonaire. En d'autres termes, le docteur Stone pense que Madame Brackley a été assassinée. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne parlez pas sérieusement? Par ailleurs, Il est probable que Madame Brackley a été tuée par une personne qui a maintenu un oreiller sur son visage jusqu'à ce qu'elle meure étouffée. Oh, c'est horrible! Après avoir accompli son crime, le meurtrier a voulu faire disparaître les traces de son passage. Il a allongé le corps de la victime, il a refait le lit, bordé les draps, mais il a commis l'erreur de déposer les oreillers sur le fauteuil. Taisez-vous! Inspecteur, je vous écoute avec stupéfaction. La mort de ma mère, pour laquelle j'ai prouvé une grande affection et beaucoup de respect, m'a causé un immense chagrin. Comme si cela ne suffisait pas, il me faut maintenant apprendre que la police veut ouvrir une enquête. Oh, je ne vous reproche pas de faire votre métier. Dr. Stone vous a fait part de ses soupçons, il était normal que vous veniez vous informer. Mais vous ignorez sûrement que ma mère était atteinte d'une grave maladie cardiaque. Nous savions tous qu'elle était à la merci du premier accident. Cet accident, hélas, s'est produit cette nuit. Le Dr. Stone, qui la soignait depuis des années, aurait dû être le premier à le comprendre. ma conscience professionnelle... Non, docteur, laissez-moi parler. Je ne m'explique pas la légèreté avec laquelle, parce qu'un oreiller n'était pas à sa place, vous avez imaginé je ne sais quelle histoire sordide. Je crois que votre conscience professionnelle vous amenait trop loin. C'est possible, l'enquête nous l'apprendra. L'enquête? Mais ne comprenez-vous pas, inspecteur, que cette enquête n'a pas la moindre raison d'être? Savez-vous qui se trouvait dans la maison cette nuit? J'allais justement vous le demander. Il y avait 3 personnes. Notre cousin, Edward Stanmore, qui gérait depuis plus de 10 ans les intérêts de ma mère, ma femme et moi-même. Cela devrait suffire à démontrer l'absurdité de votre théorie. Il est bien évident qu'aucun d'entre nous n'a pu commettre cette horrible chose. Vous avez peut-être raison, mais je suis obligé de vérifier toutes les hypothèses. Mais je vois qu'il est inutile d'essayer de vous convaincre, inspecteur. Inutile, en effet. Je voudrais vous poser une question. L'un de vous 3 a-t-il déplacé le corps de Madame Brackley entre le moment où M. Stanmore est entré dans la chambre et l'arrivée du docteur Stone? Non, inspecteur, non. Pourquoi demandez-vous cela? Cette bague vous appartient-elle, madame? Oui. Ma belle-mère me l'a donnée hier. Hier seulement. Alors vous n'aviez pas encore l'habitude de la porter. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas aperçu que vous l'aviez perdue, car vous l'avez perdue, n'est-ce pas? C'était... Oui, c'est possible. Elle était trop grande pour moi, elle glissait tout le temps de mon doigt. Où avez-vous trouvé cette bague, inspecteur? Le docteur Stone l'a trouvée sous le traversin. Sous le drap.
Mais alors? Oui, monsieur Brackley. Non. Non, cela ne prouve Je rien. ne suis pas de votre avis, madame. Le coroner considérera sûrement la présence de cette bague comme une preuve suffisante. Toi, Margaret. Toi. Je te savais capable de beaucoup de choses, mais... Tais-toi, Philippe. Pourquoi? Tu ne peux m'empêcher de dire ce que je sais maintenant. Il y a une preuve. Une preuve qui t'accuse. Et qui n'accuse que toi. Fais attention, Philippe. Je dois vous faire une révélation, inspecteur. J'ai appris récemment certaines choses concernant le passé de ma femme. Si pénible que me soit cet aveu, je suis obligé de reconnaître que je la crois capable d'avoir tué ma mère. Et toi, Philippe, tu oublies la lettre? Quelle lettre? Une lettre que ma belle-mère avait adressée à son cousin Edward Stanmore. À moi? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Tu es au courant, Philippe? Absolument pas. Tu mens, Margaret. Une fois de plus. Inspecteur, vous devriez essayer de savoir comment est mort le premier mari de cette femme. Je me demande s'il n'a pas été assassiné, lui aussi.